Voilà, donc le cours d'aujourd'hui, on s'intéresse à la résolution d'une équation à une seule variable. C'est-à-dire, en gros, on veut résoudre les équations de type f de x, f de x égale 0. C'est ça une équation à une seule variable. F, une expression quelconque, hein, ça peut être un polynôme, x3 moins 4x plus 2 égale 0. Ça peut être une fonction qui peut faire intervenir des logs, des exponentielles, des fonctions trigonométriques peut-être, et encore, je ne sais quoi d'autre, etc. Enfin, n'importe quelle fonction que vous pouvez écrire. Bon, les fonctions qui ne s'écrivent pas, les équations qui ne s'écrivent pas sous forme f de x égale 0, on pourra les ramener à ça. Si jamais vous avez l'équation exponentielle de x égale x, eh bien, vous pouvez l'écrire sous forme exponentielle x moins x égale 0. Donc, il est sous la forme f de x égale 0. Toutes les équations à une seule variable, on peut les écrire sous forme f de x égale 0. Ça, c'est le premier point. Donc, j'espère que ce point est clair. Donc, nous, on souhaite résoudre f de x égale 0 avec f, une expression quelconque. Et vous savez très bien que si f, c'est cette équation de degré 1, par exemple, 3x plus 5 égale 0, on sait résoudre les équations de degré 1. De façon générale, résoudre cette équation, c'est trouver les points d'intersection du graphe de f. Trouver les points d'intersection du graphe de f avec l'axe des x. C'est ça ce que ça veut dire f de x égale 0. Donc, trouver les points d'intersection du graphe de f. Mais admettons maintenant, on a une droite. On a une droite, f de x, 3x plus 5 égale 0 par exemple. Bon, je vais tracer une droite, ce n'est pas forcément celle-là. Hein. Donc, vous savez que une droite va couper l'axe des x en un seul point, au maximum. Elle peut le couper en infinité si jamais elle correspond à la même droite que l'axe des x. C'est la droite, c'est elle-même l'axe des x. Mais sinon, elle peut le couper aussi en 0 point si jamais la droite elle est parallèle à l'axe des x. C'est-à-dire il n'y a pas de solution. On peut avoir une équation de degré 1 qui n'a pas de solution. Mais en général, de façon générale, il y a une seule solution pour cette équation. On sait résoudre en tous les cas les équations de degré 1. Si jamais c'est une équation de degré 2, 4x carré plus 2x moins 5 égale 0 par exemple, ça vous savez résoudre. Il y a une méthode analytique, théorique qui vous donne les résultats. En calculant delta, on va savoir, donc ça c'est une parabole. Si je veux tracer le graphe, ça sera une parabole. Donc en général, il va couper en deux points. Mais il se pourrait que certaines paraboles coupent juste à un seul point. Vous allez avoir l'équation qui a une seule solution. Ou peut-être qu'il ne coupe même pas l'axe des x. Donc, il n'y a pas de solution. Ce sera le cas où delta est négatif ici, par exemple. Ici, c'est le cas où delta positif, deux solutions. Delta égale nul, vous allez avoir une solution double. Mais en tous les cas, on sait résoudre ce type d'équation de façon analytique. Aucun problème. Le problème, c'est si jamais je prends un polynôme de degré supérieur à 2, par exemple à 3 ou 4, à vrai dire, pour degré 3 et 4, il y a encore une méthode, même s'il n'est enseigné nulle part, ni au cégep, ni à l'université. C'est la méthode de Cardon, il n'est enseigné nulle part parce qu'il est très complexe, etc. Mais il existe en tous les cas une méthode analytique qui va nous donner des résultats, qui va nous donner les solutions quand elles existent. Mais en revanche, quand on dépasse degré 4, il n'y a aucune méthode de résolution. Il n'existe pas. Peut-être pour certains problèmes particuliers, je ne sais pas si je vous donne x puissance 8 égale moins 1, on sait qu'il n'y a pas de solution dans R en tous les cas, parce que x est positif, moins 1, voilà, il n'y a pas de solution. Je vous donne l'équation x8 égale 0, il a une seule solution, c'est 0. Voilà. Mais de façon générale, on ne sait pas, si je prends n'importe quel polynôme de degré 8, eh bien, il n'y en a pas de méthode pour le résoudre. Ça, parce que c'est un polynôme de degré 8 particulier. Donc, pour certains cas particuliers, on peut s'en sortir. Mais de façon générale, il n'y a aucune méthode pour résoudre les équations de degré plus que 2 ou plus que 4. Et ça, j'ai parlé des polynômes qui est la situation la plus facile. Je ne vous parle même pas si je prends une équation avec des exponentielles, par exemple, le moins égale 0. Là, il ne faut pas rêver. Déjà, les polynômes, vous voyez qu'on ne sait pas résoudre dès que le degré dépasse 4. Là, si j'ajoute exponentielle ou ln de x, x carré ln de x, moins 4
exponentielle x plus 8 égale 0. Il ne faut pas rêver de trouver une méthode analytique qui va vous donner une solution de ce type d'équation. Mais, alors, comment on fait dans ce cas-là? On peut se poser la question, comment on fait? Ou alors, comment on fait Maple? Comment on fait Maple, par exemple? Maple, je vais essayer de lancer Maple à distance. J'espère que ça ne va pas planter mon ordi. La dernière fois, ça a planté mon ordi. Ça a marché bien, après parce que je n'ai pas Maple dans mon ordi, je dois lancer celui du Cégep. J'espère que ça va bien se faire. Ok, jusqu'à présent, ça va. Si jamais je fais F... Ah, attendez, je vais juste laisser quelque chose. J'espère vraiment que ça ne va pas planter l'ordi. Hein. La dernière fois, j'avais un écran bleu. Comme ça, normalement, il n'y aura pas de problème. Tu ne fais pas d'essence en tous cas, je viens de... En gros, je sort une équation, par exemple. On a vu quelques exceptions parfois, ils ne donnent pas toutes les solutions et il faut ajouter des paramètres comme all solutions ou bien préciser pour X. Là, il va vous donner la solution directement. Alors, comment il a fait Maple pour résoudre cette méthode? En fait, on utilise les méthodes numériques. Les méthodes numériques, donc, de façon générale, ils ne donnent pas les solutions A. Mais sauf que la plupart de ces méthodes, on peut, le mot approcher n'est pas réductif, n'est pas actif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont approchés que ce n'est pas des bonnes méthodes. On peut approcher les solutions autant qu'on veut. En fait. Vous pouvez les approcher à 10 puissance 20 près, si vous voulez. Donc, en gros, parce que la méthode analytique du calcul de delta, par exemple, ici avec delta, là, vous avez la solution exacte. La méthode numérique, non, on s'approche, c'est des algorithmes, on s'approche de plus en plus de la solution, mais en général, pour la plupart des algorithmes, on peut s'approcher autant qu'on veut. Et donc, c'est correct, puisque de toute façon, dans la vraie vie, tout est approché. Hein. Dans la vraie vie, toutes les mesures que vous pouvez imaginer sont des valeurs approchées. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, c'est quoi ces méthodes? En fait, il y a toute une panoplie de méthodes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez remplir une bibliothèque avec. Et notre cours, on va parler de deux méthodes. La méthode de dissection, directement de l'anglais, mais en français, on dit beaucoup plus dichotomie. Donc, si vous voyez, si vous rencontrez dans un livre la méthode de dichotomie, c'est la même chose, dissection, donc c'est de ça que ça parle. Et on va voir aussi une autre méthode qui converge beaucoup plus vite, mais qui demande plus d'exigences pour les conditions de convergence, qui ne convergent pas tout le temps, qui convergent moins souvent que la méthode de dichotomie. Mais lorsqu'elles convergent, on atteint très rapidement la solution. Voilà. Donc, avant de vous présenter la méthode dissection ou de dichotomie, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent par rapport à ce que je viens de raconter? Bon, si vous ne parlez pas, moi je considère que c'est clair. Hein, okay. Voilà. Donc la méthode de dichotomie, c'est quoi le principe? Voilà le principe de la méthode de dichotomie. On parle du principe suivant. On considère un intervalle AB. On considère f de A fois f de B négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des signes opposés, soit f de A positif, f de A par exemple, f de A positif, f de B négatif, ou vice-versa. Okay, f de A positif, f de B négatif, ou vice-versa. On considère une fonction continue dans cet intervalle. À l'intérieur de cet intervalle, une fonction continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours de calcul différentiel. Si la fonction est continue, donc, à un moment donné, elle va couper l'axe des x.
ça c'est l'axe des x, et va les couper. En gros, l'équation f de x égale 0 va admettre au moins une solution. C'est vrai, là j'ai fait un dessin où il y a juste une seule solution, une seule racine. Je sais du fait que la continuité de f, il va le couper, mais peut-être elle ne coupe pas une fois, peut-être elle va le couper en plus d'une fois. Okay. Donc je vais essayer de faire un dessin un peu plus général. Donc, mais le principe, il est là, c'est que si vous avez une fonction qui est d'un côté positive, de l'autre côté négatif, ou vice-versa, hein, on peut avoir un autre exemple comme ça, et que si la fonction est continue, c'est-à-dire je peux tracer son graphe sans lever ma main, c'est le cas de beaucoup de fonctions, de les cas de la plupart qui nous intéressent, ça veut dire que l'équation admet une solution, au moins une solution à l'intérieur de cet intervalle, okay? Au moins, peut-être qu'il y en a plusieurs, okay? Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais voilà. Donc ça, c'est un théorème très important qui va nous aider à comprendre la méthode de dichotomie, la méthode de bisection. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas où il y a juste une seule solution. Une seule solution. Donc j'ai quoi? On ne va pas voir les conditions. Si vous avez fait un peu de calcul différentiel, vous pouvez imaginer quelques conditions qui vont nous assurer ça. Et là, je vais expliquer directement l'algorithme de bisection. OK? En gros, admettons qu'il y a une seule solution. Okay? J'admets qu'il y a une seule solution. Vous pouvez imaginer, donc f de A ici positif, f de B négatif. Admettons la dérivée garde le signe constant. Hein. Donc si vous ne vous rappelez pas du calcul diff, ce n'est pas grave. Mais si la dérivée garde le même signe, ça veut dire la fonction soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver plus d'une seule racine. Okay? Voilà. En gros, il y a des moyens mathématiques qui peuvent nous assurer, par exemple, qu'il y a une seule racine. Sinon, s'il y en a plusieurs, on peut essayer de localiser, prendre un intervalle plus petit dans lequel il y a juste une seule racine, etc. Mais, rentrer dans le détail. L'essentiel, donc on a une fonction qui admet une seule racine. L'algorithme de dichotomie nous dit, voilà, pour construire ma solution approchée, je fais la chose suivante. Ma première valeur approchée de la solution, je sais qu'elle est positive là. Je sais qu'elle est négative là. Je sais qu'elle traverse quelque part ici, mais je ne sais pas où. Alors, si je veux donner une valeur approchée de la solution, ça ne serait pas raisonnable de donner une valeur là, ou là, ou là. Le plus raisonnable, c'est de dire c'est la moitié. Ma valeur approchée de ma solution, c'est le centre de l'intervalle AB. Donc, la première valeur approchée, je vais juste voir est-ce que dans notre cours, est-ce qu'on a noté x0 ou x1. Mais en tous les cas, c'est le centre de l'intervalle AB. C'est A plus B sur 2. Je vais juste voir est-ce qu'on a commencé par x0 pour x1, pour garder la même notation. 1, M1. Donc, on a noté M1, oui. En tout cas, c'est ça. Donc, on va noter X1. Ça va pas... En tous les cas, X1, c'est la première solution, c'est la première valeur. C'est la première valeur approchée de ma solution. Si je m'arrête ici, c'est mieux que de n'avoir aucune information. Dire, voilà ma solution approchée, c'est le centre de cet intervalle, A plus B sur 2. J'ai déjà une valeur approchée. Je peux pousser plus loin mon algorithme. Je vais voir f de x1. Dans vos cours, on l'a appelé M1 pour dire que c'est le centre de l'intervalle AB. Okay? Mais c'est la première valeur approchée de ma solution aussi. C'est ça M1 ou X1. Je vais noter M1 pour garder la même notation que le cours. Au lieu de m'arrêter là, je peux aussi chercher f de M1. Et là, je trouve f de M1 négatif et f de A positif. Parce que je peux faire ça, je peux calculer f de M1 étant donné que je connais l'expression de f. Okay, l'expression de f est bien sûr connue. Si f de M1 négatif, f de A positif, je conclue que ma solution elle est finalement dans l'intervalle AM1. Okay, donc la solution, si jamais je vais démarrer l'intervalle, c'est AB, mais au départ A1, c'est A et B1, c'est B, c'est-à-dire les bornes de l'intervalle à chaque étape. Maintenant, à l'étape 2, je peux considérer A2, c'est toujours A, mais B2 c'est M1, ça c'est B2. C'est-à-dire j'ai un nouvel intervalle finalement, dans lequel j'ai localisé ma racine, ma solution.
Et là, c'est quoi ma nouvelle valeur? Ben, c'est le centre. Je sais que ma racine, il est là. Il n'y a pas de raison de prendre une valeur proche de A ou une valeur proche de B, ou de B2, hein, on a appelé B2. Il n'y a aucune raison. Ben, on prend le centre. Donc, je prends ma deuxième valeur approchée x2. Ici, donc, on peut l'appeler A1 plus B1 sur 2, qui est la même chose que A plus B sur 2. Hein, puisqu'au départ, mes bornes de mon intervalle, c'est l'intervalle initial. Mais à l'étape 2, on va noter c'est A2 plus B2 sur 2. Avec les bornes A2 et B2, ça dépend. Ici, dans l'exemple que je viens de donner, A2, c'est la même chose que A, mais B2, c'est le centre de tout à l'heure. Et là, j'ai une deuxième valeur, x2, qu'on peut appeler M2 pour dire que c'est un centre du deuxième intervalle. Mais c'est une solution approchée, une meilleure solution approchée de la solution de mon problème f de x égale 0, de mon équation f de x égale 0. Voilà. Et vous imaginez que je peux continuer. Ici, par exemple, f de x2, il est positif, et f de b2, il est négatif. Je conclus que ma solution est entre x2 et b2. Et là, je donne mon x3 qui est le centre. x3, etc., etc., etc. Et à chaque fois, bien sûr, vous avez x1. On construit la suite x1, x2, x3, xn. Ben, il faut décider de s'arrêter à un moment donné. Je vais vous dire comment on va s'arrêter, mais il faut décider de s'arrêter à un moment donné, de se contenter, de dire, bon, voilà, ma solution approchée, c'est ça. C'est xn, c'est la valeur qu'on a obtenue, c'est le dernier centre d'intervalle, en quelque sorte. Voilà. C'est ça, voilà donc globalement comment fonctionne l'algorithme. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode de dichotomie? Voilà, ok, si vous n'avez pas de questions, je vais avancer. Voilà, donc globalement, la méthode de bisection se repose sur le théorème de Bolzano, qui nous dit que pour une fonction qui est continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un intervalle AB, tel que f de A et f de B sont de signes opposés, il existe au moins un nombre z tel que f de z égale 0. En tous les cas, donc il existe au moins une solution de l'équation f z égale 0. Ça, je l'avais déjà dit. Bon, malheureusement, ce théorème, il ne nous assure pas l'unicité. Donc, si on veut appliquer l'algorithme de dichotomie, tel que je viens d'expliquer, il faut avoir l'unicité. Si on n'a pas l'unicité, pas possible. Mais il nous assure l'existence d'au moins une solution. Okay, au moins une solution. Mais on verra par la suite. Et l'algorithme, je l'ai déjà expliqué. On va essayer de voir avec un exemple ici, par exemple. On a l'équation 4 cos x sur cube moins 1. Ça, c'est la fonction. On cherche ces zéros. Donc, on cherche les solutions. Si j'appelle ça f de x, je cherche les solutions de l'équation f de x égale 0. En gros, mais je m'intéresse juste à l'intervalle de 11. Okay, je m'intéresse à l'intervalle de 11. Et vous voyez, la solution, c'est ça. Comment on procède, comme j'ai dit? On prend M1, c'est 11 plus 2 sur 2, c'est-à-dire le centre. C'est ça, M1, le centre de l'intervalle A1, B1. Bien sûr, A1, B1, c'est l'intervalle initial AB. Hein. C'est l'intervalle initial AB, c'est l'intervalle de 11. Voilà. Ensuite, M1, je vois que M1 est positif et F de B1 est négatif. Donc, je construis une deuxième intervalle, A2, B2. A2, B2. Voilà, B1, ça va être la même chose que B2. Donc, avec B2, c'est toujours B1. Mais A2, 1. Voici l'intervalle, il est là. Pourquoi c'est ça l'intervalle? Parce que F de M1 positif, F de M de B1 négatif. Et donc, la solution est sûrement quelque part à l'intérieur. On prend une nouvelle valeur approchée de la solution qui sera le centre. On va appeler M2. On va appeler M2 pour dire le centre de l'intervalle, de cet intervalle. De l'intervalle A2-B2. Et là, on voit que la valeur de f en ce centre, elle est négative. Donc là, on peut dire que la solution est quelque part ici. C'est ce qu'on a fait ici. La solution, le nouvel intervalle A3-B3, c'est l'intervalle A2-M2 en quelque sorte. Et là, la nouvelle valeur approchée, c'est le centre également. Ainsi de suite, de proche en proche. On pourra construire cet intervalle. Donc,
Et là, on cherche f de m, f du centre, mais on aurait dû ajouter une colonne pour f de A et f de B, pour s'assurer de quel signe ils sont f de A et f de B. Bon, au départ, on le sait, f de A est positif, f de B est négatif, mais là, après les étapes suivantes, si on veut faire ça manuellement, il faut ajouter une colonne, f de A, ou bien f de AI, f de B. Comme ça, on va savoir c'est quoi le prochain intervalle. Mais là, on a fait juste les calculs pour l'exemple précédent. Et on a obtenu la solution approchée. Donc, pour l'exemple précédent qui est cos, celui-là, 4 cos, on a obtenu donc la solution. Comme je vous ai dit, le centre de l'intervalle, c'est une valeur approchée de la solution. Au départ, c'est 6,5. Si on a fait une seule itération, c'est ça la solution approchée, mais on a fait quand même un peu plus que d'une seule itération. On a donc 6 itérations. Et on a la valeur approchée, donc c'est 7,65 à peu près. Alors, on peut se poser la question, c'est comment on arrête l'algorithme? Comment on décide d'arrêter? Comment on décide d'arrêter? En fait, j'ai mon intervalle AB. Première itération, ma solution, c'est ça, x1. C'est quoi mon erreur? L'erreur à l'étape 1, si vous voulez. Je sais que, donc, vu que ma solution elle est quelque part ici, donc la différence entre la valeur que j'ai donnée et la vraie solution, la différence ne peut pas dépasser la longueur de cet intervalle. La racine, il est quelque part ici, peut-être proche de x1, peut-être accidentellement c'est x1, mais en tous les cas, la solution, elle est à l'intérieur de cet intervalle. Donc la différence x1 entre x1 et la vraie solution, par exemple, qu'on va appeler x1, comment on va noter x1, je vais mettre une petite étoile ici. La différence est plus petite que la longueur de la moitié de l'intervalle, est plus petite que b-1 sur 2. B étant plus grand que A, je peux enlever la valeur absolue, mais bon, si jamais je... Voilà. Ou bien, vous pouvez mettre B1 moins A1 sur 2, si je veux avoir une règle générale. Bon, je prends B moins 1 pour revenir toujours à l'intervalle initial. B1. Donc, à l'étape 1, l'erreur entre ma solution et la vraie solution ne peut pas dépasser B moins A sur 2. C'est la longueur de la moitié de l'intervalle. À la deuxième étape, la solution, admettons, elle est quelque part là, et là, moi, je propose ça comme solution x2. La solution, l'erreur ne peut pas dépasser la longueur du deuxième intervalle. Donc, E2, donc ici E1, on va dire que E1, c'est l'erreur maximale, c'est pas la vraie, hein, c'est l'erreur maximale. Donc, B-1 sur 2. Okay. Première itération. Mais après, c'est l'intervalle, c'est la longueur du deuxième intervalle, la moitié. Donc, ça sera B-A sur 2 encore. L'intervalle que j'ai divisé par 2, je le divise encore par 2. En gros, je pourrais l'écrire, c'est B-A sur 2 au carré. Ça, c'est l'erreur à la deuxième étape. Et de proche en proche, vous allez voir que l'erreur à l'étape n, c'est B-A sur 2 puissance n. OK? Donc, l'erreur maximale, hein, on peut être chanceux de tomber exactement sur la solution exacte, hein, ou très proche. Mais l'erreur maximale, c'est ça. Donc, en fait, l'algorithme, c'est quand on arrête, on fixe une erreur quand on l'air. On dit, dès que l'erreur est plus petite, par exemple, que 10 puissance moins 5, j'arrête mon algorithme. Je suis heureux de ma solution. Voilà, c'est comme ça qu'on décide. Donc, on le décide à l'avance de l'erreur. Et je procède. Je calcule chaque étape, je calcule mon erreur. Et si je trouve qu'elle est plus petite que 10 puissance moins 5, j'arrête. Et je donne xn comme étant la valeur approchée de ma solution. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a calculé l'erreur. Ici, on a mis A plus 1 moins B plus 1. Donc, on est dans l'intervalle AI-BI. Et l'erreur, c'est la longueur de l'intervalle AI plus 1, BI plus 1. Qui est la même chose que A. Ici, comme je viens d'expliquer, c'est la même chose que la longueur de l'intervalle AI-BI divisé par 2. Okay. Donc ici, c'est A1 moins B1 moins A1 sur 2, etc.
jusqu'au dernier, c'est B1 moins A1 sur 2 puissance 6, puisque je suis à l'itération 6. Donc, on s'arrête lorsqu'on est satisfait, on voit que l'erreur est raisonnablement petite. Là, ici, l'erreur est de l'ordre 0,14, n'est pas excessivement petite, mais là, on ne s'intéresse pas, on veut juste comprendre la méthode. On ne veut pas avoir la solution à 10 puissance moins 18 près. Ce n'est pas l'objectif de cette section. À vous les questions. Est-ce que vous avez compris la méthode? Quelles sont vos questions sur la méthode et le test d'arrêt? Oui, on va y arriver puisque c'est l'objectif de votre laboratoire, mais je vais vous expliquer ça. Je préfère expliquer quand on va arriver au laboratoire. Je vais expliquer un peu le labo. OK? Je préfère comme ça, ça va être plus frais pour votre laboratoire. OK, on va donner quelques exemples, bien sûr. Ce que je voulais dire pour le test d'arrêt, on peut tester à chaque étape, on va tester cette longueur. Okay. Il y a un autre moyen, c'est de fixer, par exemple, si j'ai fixé E, c'est 10 puissance moins 5, je résout cette équation pour trouver N. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est très facile. Et si vous trouvez N, vous savez à l'avance combien d'étapes, combien d'itérations vous allez faire. Donc, soit on fait une boucle while de type while E est plus grand que 10 puissance moins 5, par exemple, do, continuer à faire le travail. On peut faire une boucle for, et là, je sais, je vais aller jusqu'à O, puisque je peux résoudre cette. Je peux trouver N, en fait, en résolvant cette équation, lorsque je fixe E, puisque B moins A, BA, c'est les bornes de l'intervalle initial, donc ils sont connus. Voilà, donc ici, j'ai complété, ici, j'ai mis ça, pour dire que c'est la même chose. Maintenant, la méthode, concrètement, comment ça répond un peu à la question qui est posée sur ma pole, puisque c'est appliqué sur mes pôles, puisque là, on est dans le détail. Donc, admettons, on a un intervalle AB, f de A fois F est négatif. Admettons, il y a une seule solution, sinon on risque d'avoir quelques soucis. Admettons, il y a une seule solution. Donc, il est possible d'obtenir une approximation du zéro, c'est-à-dire de la solution de cette équation. On prend une précision désirée, hein, et voici la méthode. Une A1, la borne de mon intervalle, c'est la borne de l'intervalle ici, A, et la borne de... Vous pouvez déjà commencer à imaginer ma pole. Créer une variable qui s'appelle A1, une variable qui est B1, à l'étape initiale A1. C'est A et B1, c'est B. Maintenant, je calcule M qui s'appelle le centre, qui est le centre M, ça sera A1 plus B1 sur 2. C'est le centre. F2 de ce centre, F du centre, F de M en quelque sorte. Là, on l'a appelé MN parce qu'il y a beaucoup de centres. Bon, l'algorithme, on reviendra sur ma pole plus tard. Parce que sur ma pole, on n'avait pas besoin de définir MN à chaque fois. Une seule variable M, et à chaque fois, c'est le centre du Q, de l'intervalle courant. Voilà. Je calcule F de AN fois F de M fois F du centre. S'il est négatif, la racine il est entre AN et le centre. Donc mon futur A, mon AN plus 1, c'est toujours AN, ça ne change pas, mais mon BN, c'est le centre. Sinon c'est le contrat qui va se produire. Sinon, c'est F de BN fois F du centre qui est négatif. Parce qu'on a une seule racine. Hein. C'est pour ça qu'on a exigé qu'il faut qu'il y ait une seule racine. Sinon, c'est le contrat qui va se passer, c'est-à-dire la solution elle est entre le centre et B, le nouveau B en tous les cas, et Bn. Et donc, le nouvel intervalle AN plus 1, ça va être le centre, et Bn plus 1, ça va être toujours Bn. Si l'erreur, on a dit, c'est la longueur de l'intervalle courant, ou comme vous voulez. Donc, si l'erreur, si la longueur de l'intervalle est plus grande que l'erreur, donc
on va continuer, on va revenir ici, on va continuer l'algorithme jusqu'à ce que l'erreur, jusqu'à ce que la longueur de l'intervalle soit satisfaisante pour nous. Voilà. L'erreur telle qu'il est écrite ici, elle est donnée avec cet intervalle. Moi, je l'ai donné comme étant B1 moins sur 2 puissance n. Moi, j'aurais juste une question. Oui. Le n Ouais. c'est juste l'étape, c'est le numéro de l'étape en fait. Alors, la première itération, ton n c'est 1. Tu as la première étape. Attends. Tu as ton intervalle AB. Tu as la première étape. N égale première étape. Ben, ta solution, c'est le centre. Donc, A1, B1. Donc, ta solution, c'est A1 plus B1 sur 2. Tu as la première étape. Maintenant, on doit faire beaucoup d'étapes pour avoir une meilleure solution approchée. Après, à la deuxième étape, admettons que je vois que la solution elle est là. Donc, pour n égale 2, c'est étape 2. Étape 2. La solution x2, par exemple, c'est ça. C'est le centre. Donc, x2, là, on va l'appeler A2, B2. Donc, x2, c'est A2 plus B2 sur 2. C'est l'étape, c'est l'itération en quelque sorte. Si c'était une boucle, for ou while, c'est le nombre de fois où la boucle où tu as tourné. Donc, tu as une boucle, tu arrives à une boucle dans ton programme, c'est le nombre de fois avant de poursuivre l'exécution de ton programme. Quand on arrive à une boucle, on fait les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle for ou while plusieurs fois. C'est le nombre de fois où ta boucle s'est exécutée en fait. C'est ça le n. Bien, on va donner quelques exemples. Prenons l'exemple suivant. X carré moins 4 exponentielle moins x. Bien sûr, il n'y a aucune méthode qui va vous donner la solution exacte de cette équation. Enfin, ce n'est pas l'équation, ça c'est juste la fonction, mais nous on s'intéresse à l'équation f de x égale 0. Trouver les zéros de cette fonction, c'est trouver les solutions de cette équation. Okay? Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette façon de parler. On parle de zéro d'une fonction, on parle de solution d'une équation. Et là, on exige une précision de 0,1. Voilà. Comment on va faire ça? La question déjà, montrer qu'il existe un zéro. Enfin, qu'il existe au moins un zéro. Pour montrer qu'il existe un zéro, on va calculer f de 1, f de 2. Déjà, f, il est continu, il n'y a aucun problème. On n'a pas un problème de continuité ici, parce qu'un polynôme, c'est une fonction continue sur R. Exponentielle moins x, c'est défini et continu sur R. La somme de deux fonctions continues est continue. Donc, on n'a pas de problème de continuité. On va juste calculer f de 1 et f de 2. Donc, on voit que f de 1 est négatif. Vous pouvez calculer sa valeur, vous allez trouver négatif. F de 2 positif. F, il est continu. On va dire f est continu sur R tout entier, à vrai dire. Mais nous, on s'intéresse juste à la continuité sur 1 sur 2. Voilà. En gros, vous avez une fonction qui est comme ça. F de 1 négatif, f de 2 positif, f continu. Donc, il y a au moins une solution. Donc, implique, il existe au moins, implique, il existe x étoiles. Je n'ai pas dit qu'il est unique. Hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais espérons, pour appliquer notre algorithme sereinement, espérons qu'il y a une seule solution. Bon, il va y avoir une seule, bien sûr. C'est construit exprès ce numéro. Mais disons de façon générale, on peut juste conclure à l'existence. On ne peut pas conclure à l'unicité. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut répondre par rapport à la première question, montrer qu'il existe un zéro. Hein. Ils n'ont pas dit un unique zéro ou une seule solution. On puisse trouver une approximation de ce zéro avec une précision 0. Pour trouver ça, j'ai utilisé Excel en fait, parce que sinon ça serait lourd. Hein. Je vais vous partager ce fichier. Rappelez-moi de le partager à la fin de la séance. En fait, voilà, c'est quoi la fonction déjà? Est-ce que c'est celle-là? X carré moins 4 exponentielle moins x. X carré moins 4 exponentielle moins x. Ce graphe, je l'ai fait avec Maple, hein, donc pas croire que c'est avec Excel que j'ai fait ça. Mais en tous les cas, qu'est-ce que j'ai fait? On va essayer de procéder étape par étape. On est dans l'intervalle 1, 2. Donc, mon 1 à l'étape 1, à l'itération 1. Mon A1, si vous voulez, c'est 1. Mon B1, c'est 2.
le centre, c'est 1,5. Le centre, c'est B2 plus C2 sur 2. C'est la borne inf plus la borne supérieure divisée par 2. C'est ça, la borne inférieure de l'intervalle plus la borne sub de l'intervalle sur 2. C'est ça le centre de l'intervalle. Je calcule f de A1, il est négatif. F de B1, il est positif. OK. Maintenant, f du centre, il est comment? Eh bien, f du centre, il est positif. Si f de centre, il est positif, ça veut dire que la solution, elle est entre A1 et le centre. Donc, pour le futur intervalle, ça sera A1 et le centre. Donc, mon A1, mon A2 en quelque sorte, c'est toujours le même, ça ne va pas changer, mais mon B2, ça sera le centre précédent, c'est-à-dire 1,5. Est-ce que c'est clair ça? Parce que c'est vraiment, il faut comprendre cette étape avant d'aller plus loin. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair cette itération, cette première itération, première étape? Voilà, je répète. Donc, on a juste le premier intervalle A1, B1, c'est l'intervalle initial. Le premier intervalle A1, B1, c'est l'intervalle initial 1, 2. Maintenant, le deuxième intervalle A2, B2, si vous voulez, A2, B2, c'est l'intervalle 1, 1,5. Maintenant, toujours F2, le centre, je calcule le centre avec la même formule. Donc, le centre maintenant, c'est 1,25. Et là, bien sûr, je calcule toujours F de la borne inférieure de l'intervalle, F de la borne supérieure de l'intervalle. La borne supérieure, bien sûr, ici, c'est 1,25. Et je calcule F du centre. F du centre, il est aussi positif. F du centre positif, F de A2 positif. Donc, le nouvel intervalle, ça sera A2 et le centre, ça sera A2. Donc, A2, c'est toujours 1, ça ne change pas. Et la borne supérieure, ça sera le centre. Le centre, c'est 1,25. Le centre de l'intervalle précédent. Donc, c'est 1,25. Et voici le nouvel intervalle. Je sais que ma solution, elle est entre 1 et 1,25. Bien sûr, à chaque fois, je calcule l'erreur. Je calcule l'erreur. Comment calculer l'erreur ici? Comme je vous ai dit, c'est juste B, la borne sup moins la borne inférieure sur 2. Okay? Et pour éviter les problèmes, on peut mettre la valeur absolue si jamais. Mais bon, ça va, on est correct comme ça. Puisque j'ai toujours la borne supérieure est plus grande que la borne inférieure. Et on continue jusqu'à ce qu'on trouve une 0,1. C'est le cas ici. Et donc, dans la solution, c'est le centre de l'intervalle, c'est 1,1875. Si je veux continuer, j'ai fait exprès de continuer quelques itérations, jusqu'à une erreur de l'ordre, voilà, un peu plus que 1 millième. En gros, on assure d'avoir 3 décimales près à peu près. 1, 3, 4. Donc, la solution 1, 3, 1, 1, 3, 4, 8. Alors qu'ici, 1, 1, 3, 4, 2. La solution obtenue avec MEPOL, elle est là. Et vous pouvez l'essayer avec MEPOL. Faites juste Fsolve de cette équation. Et vous pouvez prendre des notes, bien sûr, quand j'explique. Est-ce que c'est clair cet exemple, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours le dire. Est-ce que ça va? Et donc, j'ai écrit la solution ici. C'est celle-là. Le centre de l'intervalle, c'est ça. Il est obtenu après une itération, après 4 itérations. Et c'est ça la solution approchée. Vous pouvez ajouter une phrase, la solution approchée. Est-ce que ça va pour l'exemple? Si vous dites rien, pour moi, vous avez compris. Hein. Voilà. On peut faire un deuxième exemple. X cube moins x moins 1. Là, c'est un polynôme de degré 3. Un polynôme de degré 3, ça dépend du nombre de solutions. Hein. Polynôme de degré 3, entre 0 et 1 et 3. Entre 0 et 3. Entre 0 solution, pas de solution, et 3 solutions. Polynôme de degré 3, vous avez là à peu près cette allure. Okay. Pardon, ça degré 4. Mais, donc, il va y avoir une branche vers plus l'infini, une branche vers moins l'infini. Donc, il ne peut pas ne pas avoir de solution. Hein, polynôme de degré 3, finalement, il y a toujours une solution. Mais peut-être il va y avoir 2 solutions. Par exemple, une ou 3 solutions réelles. Une ou 3 solutions réelles. Il ne peut pas ne pas admettre de solution du tout parce qu'il y a une branche qui va aller vers plus l'infini, une branche
qui va vers moins l'infini, forcément, ça va copier quelque part. Forcément, ça va copier quelque part. Forcément. Donc, il y a minimum une solution réelle. Il ne peut pas avoir deux solutions réelles non plus, parce que deux solutions réelles, ça va. Donc, ça peut être 3. Il doit encore remonter. Ça, en gros, mais on va voir le graphe de l'exemple qui nous intéresse. Il ne faut pas essayer de généraliser trop. L'exemple qui nous intéresse, il y a une seule solution. C'est celle-là. Okay. Alors, concrètement, comment on fait l'algorithme? D'abord, est-ce qu'il y a une question qui nous dit montrer qu'il existe un 0, hein, ou bien montrer qu'il existe au moins un 0, hein, au moins, on peut dire au moins un 0. Comment montrer? Toujours le même principe. La fonction f, elle est continue, c'est un polynôme. Elle est continue sur R tout entier. Les polynômes sont continus sur R. Donc, a fortiori sur l'intervalle 1 sur 2. F de 1. Est-ce que f de 1 est négatif? Désolé, si je crois que j'avais copié juste les mêmes phrases qui étaient plus haut. En calculant f de 1, f de 1 c'est négatif, oui. F de 1 négatif, c'est correct. F de 2 positif, c'est correct aussi. Donc, il existe forcément une solution dans l'intervalle 1, 2. Au moins une solution. J'ai dit l'existence, je n'ai pas parlé d'initialité. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Mais là, il y a une seule. On pourra appliquer sereinement dichotomie ou de bisection. C'est le bisection. À la première étape, c'est le même intervalle que l'exemple précédent. C'est toujours l'intervalle 1, 2. Donc, notre intervalle, c'est 1, 2. Et la solution initiale, à l'étape 1, l'itération 1, si vous voulez, la solution, c'est le centre. Donc, c'est 1 plus 2 sur 2, c'est 1,5. F de 1, c'est négatif. F de 2, c'est positif. F du centre, c'est positif. F du centre positif, F de 1 négatif. Donc, la solution entre 1 et le centre. Bien, entre A1 et le centre. Donc, le nouvel intervalle, c'est le A1. Donc, A2, c'est la même chose que A1. Et le centre précédent, 1,5. Et là, je calcule le nouveau centre pour ce nouvel intervalle. Ça sera 1,25. Etc. Je calcule F de A1 négatif, F de B1 positif, F de centre négatif. F du centre négatif, F de B positif. La solution entre B et le centre. Donc, mon A1, en quelque sorte, c'est B. Mon A1, c'est 1,25. Pardon, mon A1, c'est le centre. C'est 1,25, oui. Et mon B, c'est le B de tout à l'heure, c'est-à-dire 1,5. Et on procède ainsi jusqu'à ce qu'on ait une erreur. Vous avez vu 4 étapes. Comme l'exemple précédent exactement. Pourquoi? En fait, parce que l'erreur ici ne dépend vraiment pas de la fonction. Si vous avez remarqué, l'erreur que j'ai donnée, ça dépend uniquement de la longueur de l'intervalle initial. L'erreur, c'est B moins A sur 2 puissance n. Donc, si vous exigez une certaine erreur, ça sera toujours le même nombre d'étapes que vous allez faire, quelle que soit votre fonction. Il n'y a aucun rapport avec la fonction ici, aucune notice, aucune référence à la fonction. C'est juste la longueur de l'intervalle. C'est pour cela que dans cet exemple, on a fait exactement 4 étapes, puisqu'on a exigé la même erreur, 0, 1. Donc, on va faire forcément 4 étapes. Et la solution approchée, c'est le dernier centre qu'on a trouvé, c'est-à-dire la solution approchée, c'est ça. Okay. Et là, on a arrêté l'algorithme pour décrire la solution approchée. Je l'ai fait avec Excel aussi, et là, non, c'est celui-là. Voici le graphe, voici la solution obtenue avec Maple. Avec fsolve, faites fsolve sur Maple. Et là, les 4 étapes, elles sont là, jusqu'ici, les 4 étapes. Mais on peut pousser plus loin. J'ai continué quelques itérations jusqu'à avoir une erreur 0,02 au lieu de 0,6. Donc la solution 1,3262, ici 1,3247. Voilà. On peut aller encore un peu plus loin si on le souhaite, mais globalement c'est ça. C'est comme ça qu'on procède. Globalement, c'est comme ça qu'on procède. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, sur la méthode de dissection, sur la méthode de dichotomie?